Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul de Vigry. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Un cœur qui écoute. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous allez pouvoir un petit peu, à travers votre témoignage, nous rappeler la nécessité de l'engagement dans la vie et qui ne se fait pas juste à un moment pour toute la vie, mais à plusieurs étapes de sa vie. Écoutez, on va commencer par le commencement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu d'où vous venez déjà ? Je suis toulousain d'origine. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre une cravate un peu violette. Toute ma jeunesse jusqu'à 22 ans, je l'ai passé entre Toulouse et Montpellier. Et puis après, comme on dit, je suis monté sur Paris. J'étais ingénieur agronome et j'ai commencé dans les chambres d'agriculture. Et puis ensuite, je suis rentré dans les collectivités territoriales en Aveyron, à Rodez. Et le président de l'époque du Conseil général m'a demandé de monter à Paris pour diriger l'Assemblée des départements de France. Et donc, j'ai été à ses côtés pendant une vingtaine d'années, ce qui m'a donné l'occasion, et c'est très intéressant, d'être dans son cabinet puisqu'il a été ministre de l'Agriculture. Et je constate d'ailleurs que rien n'a changé à ce propos, ou pas grand-chose en tout cas. Voilà. Parmi nos téléspectateurs, beaucoup ont entendu votre nom, vous ont aperçu, en lien avec vos responsabilités aux associations familiales catholiques. Oui. Vous avez œuvré pendant à peu près 7 ans ? 7 ans, tout à fait. Tout à fait. Mais j'ai été membre des AFC depuis la période d'Avignon, où un de mes amis m'avait appelé pour faire partie des AFC. Il y avait 3 appelés et 3 tendus à l'époque. Et je me suis intéressé beaucoup aux AFC, aux familles en général et à la famille en particulier. Et à ce moment-là, je suis rentré... le président de l'Union nationale des associations familiales m'avait demandé de siéger au conseil d'administration de l'UNAF, dont j'ai fait partie pendant... Et les AFC, je suis toujours AFC d'ailleurs, mais à l'UNAF, j'ai siégé pendant une quinzaine d'années, quoi. Voilà. À nouveau professionnellement, on vous voit un moment passer au CESE ? Oui, alors en fait... ça a été à cheval sur mes responsabilités professionnelles, puisque j'ai été membre du Conseil économique, social et environnemental et pendant 15 ans, de 2000 à 2015. Et j'ai fait 3 mandats à ce titre. Et d'abord, j'avais été désigné par les AFC comme membre du Conseil économique, puisque... ça existe toujours d'ailleurs, au Conseil économique, il y a un groupe famille qui est composé de 10 membres, 4 pour les plus grands mouvements familiaux et 6 élus par l'Assemblée générale des UDAF. Voilà. Ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est encore ça. Alors, dans votre long CV, j'ai croisé aussi un moment le mot ONF. Oui, alors, je me suis retrouvé... au chômage, ce qui arrive à tout le monde. Et au moment où mon président a quitté l'Assemblée du département de France, où est arrivé un nouveau président, politiquement différent, mais ça ne change pas la chose, parce que dans ce type d'association, quand le président change, le directeur change. Donc je me suis retrouvé au chômage, et à ce moment-là, très gentiment d'ailleurs, mon ancien directeur de cabinet, qui était directeur général de l'ONF, m'a appelé en me disant « Écoute Paul, tu pourrais t'occuper des communes forestières. » Alors, pendant 2 ans, ça n'a pas très bien marché, je me suis occupé des communes forestières. Et puis après, je suis rentré à la Caisse des dépôts et consignations pour m'occuper, alors là, totalement différent. Mon président, à l'époque,
le directeur général de la Caisse des dépôts, Augustin Dromanet, que vous connaissez, avait été très, très gentil. Il m'avait dit, écoute Paul, j'aimerais bien que tu t'occupes des universités. Donc, pendant 3 ans, je me suis occupé des universités. Ça a été une très belle fin de carrière, je dois dire. Alors si on regarde justement un petit peu cette carrière, comme je le disais au début de l'émission, on a l'impression que partout clignote le mot engagement. C'est exact parce que, je vais vous raconter, un jour un de mes collaborateurs, ou plutôt une autre personne, je ne sais plus, enfin, quelqu'un de proche de moi me dit « Oh, quand je serai à la retraite, je pourrai m'engager ». Et je lui ai répondu « Écoute, sans doute, certainement, et tant mieux, mais par contre, je pense que le bénévolat, si je puis dire, au bon sens du terme, ce n'est pas l'amateurisme. C'est-à-dire que le bénévolat, ça s'apprend, et ça s'apprend jeune. On parlera peut-être du scoutisme, mais le scoutisme apprend ce qu'est le véritable bénévolat. Mais il apprend aussi que le bénévolat, c'est pas l'amateurisme, qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, qu'on peut faire bénéficier les autres d'une véritable compétence qu'on met au service d'un autre. Et donc, je pense qu'il faut avoir un peu d'expérience. Et c'est pour ça que je pense que l'engagement, c'est à tout âge de la vie. On ne prend pas les mêmes engagements à 15 ans, à 25 ans, à 40 ans et à mon âge, si je veux dire. Mais c'est un fil directeur qui permet de rendre service ou de se mettre au service des autres. J'allais dire, c'est ça qui est un peu, j'allais dire, intéressant, hein, même parfois enthousiasmant, lourd parfois, très lourd, avec des difficultés que vit tout le monde. Hein. Mais comment vous trouvez le temps? Parce que quand on est marié, quand on a eu des enfants comme vous... Ça a été dur pour mon épouse, pour ma famille aussi, parce que à un moment donné, si je puis dire, j'avais effectivement j'avais ma profession, ma carrière qui était assez prenante, et puis j'avais mes engagements aux AFC, j'avais à un moment donné, en même temps, je siégeais au Conseil économique et, comme je disais à l'époque, j'ai fait 3 fois le tour de Paris par jour, quoi. Vous savez, les AFC, l'UNAF, c'est dans le 9e, le Conseil économique, c'est dans le 8e. Moi, j'habitais à l'époque le 15e. Et c'est vrai que pour ma famille, ça a été un moment un peu difficile. Parce il n'y a pas de regret de ce côté-là, d'avoir y a privilégié plus... une de mes amies, il dit toujours, faut jamais avoir de regrets. Et je crois que si on a forcément des regrets, parce qu'on a loupé des choses. Comme les enfants qui grandissent, par exemple. Comme les enfants qui grandissent, mais... ils ont tous mal tourné, je pense. Bien sûr, ils ont tous mal tourné. Mais là aussi, la complémentarité entre une épouse et son mari joue beaucoup, parce que je pense que l'épouse est très proche de ses enfants pendant l'enfance, c'est le cas de le dire, au début de l'adolescence, etc. Et le père est toujours un peu, forcément, on recule avec un peu de distance, et il prend la main, si je puis dire, au moment de l'adolescence, au moment du jeune adulte, comme on dit maintenant. Mais ceci dit, pendant effectivement une quinzaine d'années, ces engagements, comme on dit, étaient extrêmement prenants. Et on peut dire objectivement que vous n'auriez pas pu les tenir si votre épouse ne vous avait pas soutenu. Bien évidemment, bien évidemment. Et elle m'a soutenu dans les moments les plus difficiles, d'ailleurs, où j'ai été à ce moment-là... J'avais eu un accident de santé parce que les enfants étaient grands, il fallait prendre des décisions, etc. Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. C'est vrai. Là, jusqu'à l'âge adulte, on est toujours père et grand-père.
Vous parliez du scoutisme tout à Oui. l'heure. Est-ce que donc ce scoutisme vous a invité à vous engager, à moins penser à vous et à donner de votre Oui. temps? Est-ce qu'il a aussi contribué à développer votre vie de foi? Oui, certainement. Parce que dans votre famille, on peut dire que vous êtes né dans une Oui, famille bien plutôt sûr. catholique. Et donc, il y a un héritage fort de la famille, c'est évident. Une éducation... j'ai été toujours dans le même collège privé de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, le collège Saint-Théodard. Mais il y avait une troupe qui s'appelait... et qui s'appelle toujours la 4e Montauban. Et j'avais un aumônier. À cette époque-là, toutes les troupes avaient un aumônier. Extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Petit scout. Bon. Et puis après, j'ai continué cet engagement dans le scoutisme parce que il y a eu la grande période de turbulence, si je puis dire, de réforme du scoutisme. Et à ce moment-là, comme on a fait de la résistance, et à ce moment-là, c'était l'époque où je suis monté à Paris, et j'ai contribué modestement à créer les Scouts unitaires de France. Et donc, il a fallu qu'on prenne position, mais cette création, cette fondation a été extrêmement prenante, intéressante, mais forcément difficile. Est-ce que c'était un temps de bataille et aussi de recherche d'équilibre entre, j'ai envie de dire, l'action et la contemplation? Alors, il y a toujours... je n'étais pas, si je puis dire, un converti. Loin de là. Les convertis, ils sont à la fois dans l'action et la contemplation. Pour ma part, j'ai plus été... j'allais dire, à ce moment-là, j'étais plus dans l'action, honnêtement. Alors, bien sûr que... je n'ai pas cessé d'être catholique, entre guillemets, pratiquant, on pourrait ajouter bien pensant, mais j'étais dans l'action. Dimanche, les sacrements pour les enfants. Oui, c'est ça, les sacrements pour les enfants. Une certaine fidélité et régularité. Ah oui, la fidélité, ça, c'est une grande valeur du scoutisme. Le scoutisme m'a appris ça, c'est la fidélité. Et la fidélité, le souci des autres, et l'amitié. Je pense que c'est les 3 vertus, ou entre guillemets, qu'on essaye de pratiquer, de mettre en œuvre. Et ça, la fidélité, ça se vit partout, si je puis dire. Et d'abord dans la famille, évidemment. Est-ce que d'être autant dans l'action et de finalement moins passer de temps dans la contemplation ne risque pas de faire que parfois on se fourvoie, puisque nos décisions sont moins éclairées par... Alors, c'est un sujet de réflexion maintenant, si vous voulez, parce que c'est pour ça que je me suis amusé à écrire ce petit opuscule, parce que je pense qu'il y a un grand... Comment ? Qui devrait bientôt être publié ? Je l'espère avant l'été, mais on verra bien. Vous avez déjà le titre ou pas ? Oui. Le titre, c'est « Agir pour tous ». 2 points, si je peux. Réflexion d'un homme ordinaire au terme d'un parcours ordinaire. Mais alors, si vous voulez, l'Église, heureusement, offre à ceux qui sont dans l'action, elle leur dit toujours, de tout temps, il y a des moments privilégiés où vous pouvez aller au désert. Et je pense que dans ces moments d'action active, et ça a été ce moment-là, mais je pourrais citer par exemple mon passage au ministère de l'Agriculture, où un homme de cabinet ou une femme de cabinet, il y passe ses samedis, ses dimanches, de 8h du matin à 10h du soir, etc. Donc on est dans l'action complètement. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aller à la source.
Et ça vous embête d'ailleurs, complètement, On n'a pas le de temps. couper. On n'a pas le temps. On se dit, je vais perdre 8 Ah oui. jours. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est d'avoir des Vous faisiez moments. une retraite par an? Oui, ou une ou tous les 2 ans, mais on le sent. On sent que. Alors, après, ça a été des retraites plutôt en couple. De temps en temps, on en sent le besoin pour essayer de retrouver un peu d'équilibre, tout simplement. Il y avait une spiritualité en particulier qui vous attirait? Non, contrairement à d'autres, c'est peut-être ça d'ailleurs que les AFC m'ont apporté, le scoutisme, et c'est d'être ouvert à toutes les spiritualités. Et donc, C'est quoi? C'est les foyers de charité? oui, j'ai été souvent les dans équipes les foyers de Notre-Dame? charité. Au début de ma vie professionnelle à Avignon, on faisait partie d'une équipe Notre-Dame, mais ça a beaucoup cessé. Et puis, à partir du moment où j'ai été embringué dans les AFC, on a quitté un certain nombre de nos engagements. Mais, si vous voulez, que ce soit la spiritualité des foyers de charité qui, je dois dire, nous allait bien familialement au sens plein du terme, ou celle des monastères bénédictins, ou de... nous, on a des amis qui appartiennent, des très bons amis d'ailleurs, aussi bien à la communauté d'Emmanuel qu'aux Oblats de Saint-Jean, à la communauté Saint-Martin ou autre. Si vous voulez, cette diversité d'approches de spiritualité, mais également de la vie quotidienne, il faut qu'il y ait une cohérence Bien entre sûr. les deux. Et donc, cette cohérence m'a toujours paru extrêmement importante. Et donc, et puis, le fait de pouvoir parler, entre guillemets, aux autres, quels qu'ils soient, si vous voulez, quelle que soit leur spiritualité, quelle que soit... Il y a des personnes qui n'ont pas de conviction ou qui sont athées, il y en a d'autres qui ne jurent que par tel ou tel couvent ou telle approche. Je pense que c'est extrêmement important. Surtout que, je dis toujours, quand on a des convictions, même faibles, on peut parler à tout le monde. C'est l'inverse qui n'est pas vrai. Quand on n'a pas de conviction, on dit des choses inintéressantes aux autres. Aujourd'hui, vous avez peut-être un petit peu plus le temps qu'à cette période où vous aviez des engagements dans tous les coins. Oui. Alors, est-ce que vous réussissez à rééquilibrer un petit peu la partie contemplation? Oui. Est-ce que vous rentrez gratuitement dans une église pour y passer 10 minutes? Je suis plus un homme, entre guillemets, d'action qu'un spiritualiste. Alors, je reprécise ma question. Comment faire quand on est tant dans l'action et quand notre action est censée être une action, on va dire, éclairée par sa foi, donc je pense aux AFC, mais peut-être que dans le reste de tous vos engagements, vous avez essayé d'avoir votre foi ou la doctrine sociale de l'Église pas trop loin. Comment on fait pour l'entendre et y être sensible et attentif aux signes peut-être que vous envoie le ciel, qu'on a toujours le nez dans le vélo Oui, alors, d'abord, donc il y a la retraite tous les 2 ans, oui, la messe le dimanche, oui, sinon... mais si vous voulez, ici, je pense que il faut, comment dire, il faut apprendre à discerner, quelles que soient les périodes de sa vie. Alors, le discernement, je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. N'importe qu'il ait la foi ou qu'il n'ait pas la foi, peut à un moment donné s'arrêter, si je puis dire, une minute dans la journée ou 8 jours, en disant quel est au fond le but que je poursuis, le sens que je voudrais avoir. Je pense que ça, c'est possible à tout le monde. Et ce discernement, pour nous, catholiques, et pour moi en particulier, doit être forcément éclairé par la foi. Mais il ne faut pas, à mon avis, faire l'inverse quand on aborde quelqu'un.
Il ne faut pas lui dire t'as pas la foi, t'as pas de discernement. Je pense que c'est une erreur fondamentale. Parce qu'on rencontre partout des personnes qui réfléchissent, qui lisent, qui sont des observateurs de la vie sociale, de la vie économique, des grands patrons, des ouvriers, et qui n'ont pas la foi. Mais qui ont par exemple une conscience? Oui, je pense. Cette petite voix qui cette dit petite voix bah non, et qui bah oui. appelle à distinguer le bien du mal. Comme je dis dans j'ai fait le légal n'est pas forcément moral et le moral n'est pas forcément légal. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense que tout le monde peut se le dire. D'ailleurs, dans la période actuelle, c'est caractéristique. Dernière petite question. Est-ce que vous avez réussi à transmettre cela à vos enfants et petits-enfants? Alors, c'est eux qui devraient vous le dire. Je pense que oui, forcément, parce que nos enfants, ce rôle de transmetteur, Oui. si vous voulez, je pense que forcément, c'était une sorte d'axe de fil rouge de l'éducation qu'on avait voulu leur donner. Et de votre façon d'être. Mais vous voyez, l'engagement, par exemple, je pense que mes enfants ont un profond sens de l'engagement. Alors, ils n'ont pas les mêmes engagements que nous, mais chacun, dans sa partie, est engagé au bon sens du terme. Et ça me paraît très important. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission et je vais vous proposer de tirer successivement 3 cartes et de nous lire les questions qui sont dessus et surtout d'y répondre. Il y en a beaucoup. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Personnellement, mais quelqu'un d'autre donnerait sans doute un autre conseil. Je pense que il faut regarder l'autre. C'est par l'autre qu'on va, pour beaucoup de gens, se dire d'où vient cette part de vérité qui est en lui, que je rencontre. À un moment donné, il y a une question qui se pose. Alors, évidemment, on peut lui dire tu prends une page d'évangile par jour, certainement, tu vas à la messe de temps en temps. Mais s'il n'a pas la foi, il faut demander. La foi, c'est un don. Donc, il faut le demander, ce don. Et donc, il faut demander la grâce d'avoir la foi. Je pense que c'est extrêmement important pour lui et pour nous. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Bon, le personnage, il y en a beaucoup. J'espère que... Ah, vous n'avez droit qu'à un seul. Un seul? Je commence par le saint, alors. Mon saint patron, c'est saint Paul, donc, si vous voulez, voilà. Vous n'allez pas vous embêter avec lui, alors. Quelle est votre prière préférée? Ça, c'est la prière au scout. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci Donc, à vous de m'avoir invité. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un site. Oui, je m'occupe actuellement, je suis responsable d'une association qui s'appelle Vise Emploi, qui accueille et accompagne les personnes qui cherchent du travail, qui sont toujours dans une galère et à qui il faut essayer de redonner confiance. C'est un accueil personnalisé et notre site, c'est viseemploi.fr, tout simplement. Voilà. Très bien, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle qu'il y a peut-être un livre qui devrait sortir avant l'été. Oui, je l'espère. Voilà, on verra. Mais vous savez, signé Paul de Vigry. Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous tous pour votre fidélité. Moi, je vous invite, comme d'habitude, à
faire circuler ce genre de témoignages autour de vous, parce que la lumière, on ne la garde pas sous le boisseau. Donc vous pouvez le faire grâce à notre site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.